Bonsoir les camarades. Pour ceux et celles qui sont connectés, on va continuer donc le deuxième plateau, donc toujours en présence de Maï Bati qui représente donc Solidaire Mayotte. J'ai également avec moi donc Sandra qui représente la structure nationale Solidaire Finances Publiques. Et on va mettre Arnaud pour la Fédération Sud Éducation en visio. Voilà. C'est bon pour vous? Ok, parfait. Alors, excusez-moi. Donc, le deuxième plateau, comme l'a expliqué tout à l'heure Muriel, on va d'abord faire un point en fait ensemble sur le droit commun à Mayotte et le traitement d'exception qui existe en fait sur ce territoire. Il y aura un point, donc un focus donc sur l'éducation. Donc Arnaud nous fera un point détaillé sur ce qui se passe là-bas localement. Et Sandra nous fera également un point sur tout ce qui se passe au sein donc de la, dans la finance publique, chez les finances publiques. Merci Sandra. Aux impôts, comme dirait Voilà, certains. aux impôts, voilà. Alors, ce qui est donc un petit peu très étonnant sur le territoire de Mayotte, hein, et Mahabati va pouvoir confirmer et peut-être aussi développer certains points, c'est que sur ce département-là, c'est un constat, la législation n'est pas la même en fait que sur l'Hexagone, ce qui en soi peut être révoltant et choquant sur différentes thématiques. Par exemple, déjà, il y a des règles spécifiques en fait en matière de sécurité sociale. Ça veut dire que par exemple là-bas, il n'y a pas d'aide médicale d'État. Ça passe par une agence régionale de la santé, ce qui signifie en fait qu'il n'y a pas un alignement sur les remboursements des frais, etc., comme il peut y avoir sur l'Hexagone. Donc déjà, ça interroge sur cette spécificité locale. Concernant les caisses de retraite, alors à partir de 2008, il faut savoir que les agents et les agentes de la fonction publique ont enfin pu bénéficier sur ce territoire d'une caisse de retraite la même que celle qui est sur l'Hexagone, à savoir l'IRCANTEC. A contrario, pour les contractuels de la fonction publique, ce n'est pas le cas. Sur l'Hexagone, il et elle en fait bénéficient de l'IRCANTEC, mais pas sur Mayotte. Il et elle en fait bénéficient d'une caisse de retraite régionale. Et depuis toujours, les salariés du privé bénéficient également en fait d'une caisse de retraite régionale. Donc pour les contractuels et pour les salariés du privé, il n'y a pas d'alignement en fait tel que sur l'Hexagone. Ils cotisent moins et pas de la même manière. Donc il et elle en fait sont lésés, pénalisés sur ce point-là, ce qui est aussi en fait on va dire très choquant. Un autre point qui interroge, c'est que le droit du sol en fait sur Mayotte est aussi différent que sur l'Hexagone. On s'explique, par exemple, un enfant né de parents étrangers sur l'Hexagone peut demander sa nationalité française donc à partir de 18 ans. Et pour ce faire, il doit avoir habité en France au moins pendant 5 ans, et ce depuis l'âge de 11 ans. Sur le territoire de Mayotte, en plus de cette contrainte, il faut qu'au moins un de ses deux parents ait vécu régulièrement, donc que veut dire le régulièrement, sur le territoire de Mayotte, au moins 3 mois avant la naissance de l'enfant. Donc là aussi, en fait, ça interroge, on se demande pourquoi ce traitement d'inégalité par rapport à l'Hexagone. Tout à l'heure, Manu l'a spécifié. Et on a également spécifié que le coût de la vie à Mayotte était extrêmement cher. On va vous donner un exemple très factuel. Par exemple, le SMIC. Sur l'Hexagone, et je vais parler en brut, il est actuellement à 1801,80 euros. 1801,80 euros en brut. Sur Mayotte, le SMIC est à 1361,97 euros. Alors qu'on nous dit que le pack d'eau est à 12 euros, on nous dit que le kilo de banane est à 13 euros, etc., etc. Et là, ce n'est qu'une liste exhaustive dont on vous fait état, mais on voit bien que Mayotte a un traitement vraiment différent sur l'Hexagone, voire les autres DROMCOM, et que on sait que depuis des années, la population sur ce territoire-là revendique les mêmes droits que les autres DROMCOM, la France, etc. Est-ce que, Mahabati, là-dessus, tu pourrais nous dire un peu plus de choses
sur le fait, en fait, que Mayotte est considéré comme un département, j'y mets des guillemets, différent des autres départements, par exemple, de l'Hexagone. On ne voit pas, par exemple, comme il a été cité tout à l'heure, sur un département qui est sur le territoire français, avoir un autre système que d'autres départements. Oui, effectivement, Mayotte n'a en réalité de département que le nom. Il n'y a rien qui est mis dans ce mot qui n'a pas vraiment de sens pour les Mahorais, dans le sens où on nous, on nous, on nous, comment dire, à chaque fois qu'il y a une difficulté, on nous propose des lois d'exception, des solutions qui ne durent pas. Et pas de loi de programmation qui est mise en place, que des lois d'exception. Et à l'exemple du droit local, au lieu du droit commun, qui est à Mayotte depuis toujours en vrai. Du coup, nous revendiquons la mise en place du droit commun. Vous avez parlé du droit du sol, où effectivement, tout est exceptionnel à Mayotte. Il n'y a rien qui est fait comme pour le reste de la République. Le droit du sol, par exemple, qui, en plus de ce que vous aviez dit tout à l'heure, va être durci, où il faudra une résidence régulière d'un an de l'un des parents pour que l'enfant puisse espérer avoir la nationalité à ses 18 ans. Encore une loi d'exception. Il y a aussi un visa territorialisé qui fait que en fait, les populations étrangères qui arrivent sur l'île sont contraintes d'y rester. Ils sont parqués entre guillemets dans le sens où le visa qui y est donné ne les autorise pas à quitter l'île. Ce qui fait que déjà que l'île n'est pas développée, les gens s'entassent, il n'y a pas les moyens de subvenir aux besoins, ce qui crée toutes les dérives qu'il y a actuellement sur l'île d'insécurité, de violence, tout ça. Alors que nous, Solidaire Mayotte, du coup, nous demandons à ce que ce visa territorialisé soit enlevé pour que tout le monde puisse circuler partout en France. Ben, merci pour tes précisions. Bon, je sais que vous en avez parlé, mais je pense que c'est important d'insister parce que Sandra, moi et puis les autres camarades qui étaient précédemment sur le plateau, on s'est rendus donc sur Mayotte. Et là, pareil, on peut considérer aussi que Mayotte est une exception, où on voit en fait qu'il y a un gros problème sur les coupures d'eau qui sont régulières, récurrentes. Et ça, c'est pareil, ça ne serait pas acceptable sur un autre département. Donc on peut se dire collectivement que les différents gouvernements successifs n'ont jamais rien fait et ne font toujours rien à l'heure actuelle pour que Mayotte puisse vivre dans des conditions décentes et avoir les mêmes droits que les autres personnes qui vivent sur le territoire français. En fait, c'est le sentiment qui règne, c'est que nous sommes un département à part. Nous sommes des Français en souffrance. Il n'y a rien qui est mis en place comme tous les autres départements. Nous sommes toujours des exceptions, ce qui est dommage. Et alors qu'à la base, nous avons choisi d'être Français parce que nous reconnaissions dans les valeurs de la France. Et là, on est sur des déceptions sur déceptions. Du coup, ouais, c'est un sentiment assez mitigé de fierté d'être français et à la fois de déception. Ouais.
pour compléter en fait ce que tu dis, bon voilà, comme je l'ai dit, moi je me suis rendue personnellement sur Mayotte, donc j'ai vu de mes propres yeux. Et je pense que c'est important pour ceux et celles en fait qui sont jamais allés de se rendre compte en fait de la gravité de la situation. Quand on a atterri avec les camarades sur Mayotte, euh, honnêtement, on avait l'impression que le cyclone il venait de passer, alors que ça faisait 2 mois et demi en fait que le cyclone était passé. Les rues, excusez-moi du terme, mais dégueulasses, des déchets partout, des tôles de partout. En fait, on avait l'impression que rien n'avait été nettoyé. Voilà. Quand il y a eu le passage du cyclone Garance sur la Réunion, on sait que des pompiers ou des militaires qui étaient en renfort à la base sur Mayotte se sont déplacés en urgence pour aller aider sur l'île de la Réunion, mais tout en sachant en fait que Mayotte, c'était désastreux, catastrophique. Donc depuis notre passage, parce on est allé fin février, est-ce que c'est toujours aussi encombré les rues, les déchets, etc., les tôles C'est toujours aussi encombré et la super idée que le préfet a eue, c'est d'enfuir les déchets qui ne sont pas recyclables. Et donc, en gros, de polluer la nappe phréatique, que déjà, on n'a pas beaucoup d'eau. Et donc là, ça va pas arranger les choses. Mais de façon générale, c'est toujours un dépotoir, on va dire, à ciel ouvert, où partout sur l'île, il y a la tôle, enfin, tous les déchets qui ne sont pas recyclables, qui sont là, jonchés partout sur les sols. Et j'ai pas l'impression que ce soit une situation qui va évoluer dans les mois à venir, étant donné qu'on n'en parle pas plus que ça. Et donc, on est là. C'est toujours la même chose, il n'y a rien qui a changé depuis votre passage. Mais c'est bien que tu dises que ça n'a pas évolué et c'est bien également que tu précises que depuis bien longtemps, en fait, on ne parle plus du tout de Mayotte et de ce qui s'y passe. Et on sait que la situation, elle est toujours inacceptable, elle n'est pas vivable et que au quotidien, c'est très dur. Ce qui explique aussi le pourquoi du comment, mais ça, on y reviendra donc avec Sandra et avec Arnaud sur les conditions aussi de travail des agents et des agents de la fonction publique, mais aussi des salariés qui sont très durs au quotidien et que les camarades qui sont aussi nos adhérents et adhérentes sont en réelle souffrance parce que les moyens humains manquent, les moyens matériels manquent et que c'est très difficile de pouvoir assumer ses prérogatives au quotidien, quoi. Alors, si ça vous va, on va passer aux impôts. Aux finances publiques. Voilà, aux finances publiques. Je fais attention à ce que je dis, attention. Hein. Et je vais donc laisser la parole à Sandra, qui va nous dire qu'elle s'est déplacée à la mi-février sur le territoire et nous dire ce que tu as pu constater, voir, etc. C'est ça, alors nous, un petit peu dans le même, sans doute le même sentiment, c'est que dès qu'il y a eu Chido, dès qu'on s'est levé le samedi, en fait, matin, et qu'on a vu que le cœur du cyclone était sur Mayotte, en fait, on a tout de suite voulu prendre contact avec nos camarades, puisque sur Mayotte, on a 164 agentes et agents des finances publiques qui y travaillent, donc c'était important, et qu'on a une section syndicale, donc c'était important de nous de savoir ce qui se passait réellement, et on a réussi, alors par le miracle des fois de l'informatique et de je ne sais pas quoi, on a réussi à les avoir très rapidement, et donc on a eu tout de suite le retour de ce qui était en train de se passer et ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc effectivement, très rapidement, nous... en plus, c'est nous qui avons donné les éléments d'information à notre direction générale, ce qui est quand même
voilà, qui eux n'arrivaient pas à avoir leurs responsables sur l'île. Donc très rapidement, on a décidé d'y aller. Alors pourquoi ? Parce qu'on considérait que le soutien écrit ou le soutien financier n'était vraiment pas suffisant et qu'il fallait qu'on se déplace pour déjà discuter avec les collègues et pour aussi savoir quelles étaient leurs revendications, que nous, on puisse faire remonter à la fois à la direction générale, mais aussi à la fois à notre ministère. Donc ça, pour nous, c'était extrêmement important de porter la parole des agentes et des agents qui y vivaient et qui y travaillaient. Bon. Donc on s'est déplacé mi-février et là, bon, comme tout le monde, je pense que ça a été le choc de voir la réalité, mais aussi un sentiment absolument incroyable, c'est que, en tout cas, les agentes et les agents des finances publiques, mais comme l'ensemble des fonctionnaires qui sont sur place, n'ont pas lâché les missions. C'est-à-dire que leur préoccupation première, c'était évidemment la survie, leur famille, leur toit, trouver à boire, trouver à manger, mais aussi de faire vivre leur mission de service public. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une tentation aussi, en tout cas nous, aux finances publiques, que nos missions disparaissent de Mayotte et soient déplacées à La Réunion. Et nous, on sait très bien que si nos missions sont déplacées à La Réunion, elles ne reviendront jamais sur Mayotte. Et donc nous, on veut faire vivre, quoi qu'il en coûte, voilà, le service public de proximité et le service public, parce qu'on considère que notre service public est d'intérêt général pour l'ensemble de la population, quelle qu'elle soit, voilà, et qu'on est utile pour l'ensemble de la population. Donc pour nous, c'était important aussi de faire ça. Donc évidemment, nos collègues nous ont fait remonter toutes les préoccupations dont on a parlé et qui sont encore très présentes. L'eau est revenue plus que la nourriture, alors que il n'y avait plus rien, ni fruits, à quelques semaines du début du Ramadan, plus de nourriture pour pouvoir quand même faire ce jeûne, ce qui était quand même extrêmement inquiétant. Donc vraiment des questions d'eau. Et on sait aussi, nous, on a une de nos revendications, c'est qu'on veut que justement le sentiment d'abandon, enfin c'est pas un sentiment, hein, c'est une réalité, hein, voilà, c'est que l'État français a abandonné dès le départ Mayotte, et ça il faut le savoir, que Chido en fait est un problème supplémentaire à des problèmes qui se cumulent depuis des années. Voilà, c'est ce qu'on perçoit, et que il y a quand même aussi des différences de traitement. Alors des différences de traitement entre Mayotte et l'Hexagone, on va dire ça comme ça. Mais aussi entre Mahorais, agentes et agents Mahorais et Mahoraises, mais aussi métro. C'est-à-dire que nous, quand ceux et celles qui viennent travailler à Mayotte et qui ne sont pas Mahorais et Mahoraises, on voit qu'ils ont des choses supplémentaires que les Mahorais et les Mahoraises. Et ça, nous, on est absolument opposés à ça. On veut que tout le monde ait les mêmes droits. Et une de nos revendications centrales en ce moment, c'est en particulier sur une prime qui est donnée au métro concernant le loyer. C'est-à-dire qu'il y a une prime qui rembourse la moitié du loyer quand on va travailler à Mayotte ou dans d'autres territoires d'outre-mer. Donc pour nous, si on veut l'égalité et si on ne veut pas que cette réalité d'abandon pour les Mahoraises et Mahorais existe, il faut que les mêmes droits existent pour tout le monde. Et quand on travaille et quand on est fonctionnaire des finances publiques, mais quand on est fonctionnaire d'État, tout le monde doit avoir les mêmes droits. C'est-à-dire que les Mahorais et les Mahoraises ne sont pas toutes et tous propriétaires, donc ils sont locataires également, et donc l'État doit les aider au même titre que les métros dans le paiement du loyer, par exemple. Ça, c'est pour nous essentiel et à mettre en avant. En plus, avec tout ce qu'on a dit aussi. Pour nous, voilà, l'essentiel en termes de revendications sociales, c'est qu'il y ait les mêmes droits partout. Alors, les mêmes droits d'abord entre les travailleurs et les travailleuses Mahorais, Mahoraises
et les métros sur Mayotte, mais aussi les mêmes droits entre les travailleurs de Mayotte et les travailleurs de l'Hexagone. Ça, pour nous, c'est essentiel à obtenir. Et il y a un élément qui, pour nous, est essentiel aussi, c'est que plus on s'éloigne, et tu l'as un peu dit, plus on s'éloigne de l'actualité de Fido, plus on a l'impression que tout le monde a oublié ce qui se passe et la réalité, et que la réalité, en fait, elle s'empire. Puisque nous, quand on est allé, on a appris très rapidement que avait été annoncé que la crise d'eau allait être pire que celle qui avait été vécue en 2023, parce qu'il y a un manque d'eau réel sur le territoire. Alors, pas l'eau potable, hein, mais l'eau de tous les jours. Donc là, il y a un réel problème, et on arrive dans des eaux où cette crise d'eau va s'accélérer et s'accentuer. Et donc, ça va mettre évidemment le feu aux poudres pour la population, et nous on considère que ça, on doit le prendre en compte et on doit le mettre en avant, et on regrette nous aujourd'hui, y compris alors qu'on a eu une direction générale, et pour le coup on peut le dire, parce que quand ils font des trucs bien, il faut quand même le dire, parce que c'est assez rare, mais quand il y a des crises absolues, ils réagissent. Donc à la fois notre direction générale, mais aussi le ministère des Finances, ils ont vraiment réagi extrêmement rapidement pour apporter toute l'aide possible aux agentes et aux agents de notre ministère globalement. Bon, ça, il ne faut pas le mettre de côté, parce que ça a existé. Mais aujourd'hui, pour eux et elles, pour nos directions et notre ministère, il n'y a plus de problème à Mayotte. On a l'impression qu'il n'y en a plus. Donc, nous, régulièrement, on remet le sujet dans toutes nos instances, on en reparle, etc. Et c'est surtout ça qu'il faut qu'on rappelle, et que cette émission, elle peut aider, et que globalement, l'ensemble de notre union, on doit rappeler qu'il ne faut pas oublier Mayotte, il ne faut pas oublier les Mahorais et les Mahoraises, il ne faut pas oublier l'ensemble de la population de Mayotte. Merci Sandra. Non, mais merci Sandra pour ton intervention. Et en effet, nous aussi, demain, on a un comité national où un point justement sur Mayotte sera fait. Parce que comme tu le dis, en fait, Mayotte, on ne peut pas abandonner les camarades, on ne peut pas abandonner la population. On est en train de voir aussi là pour mettre un plan d'action pour faire un peu bouger les choses au niveau de l'Hexagone. Et tout ça sera discuté et validé demain en comité national. Chacun et chacune qui sont connectés à la chaîne Twitch pourra avoir accès à ces informations après dans le compte-rendu. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas s'avancer tant que ce n'est pas discuté collectivement au comité national. Alors là, on va donc faire intervenir Arnaud pour la Fédération Sud Éducation. Alors, salut Arnaud, est-ce que tu m'entends ? Alors moi, je t'entends très bien, mais est-ce que toi, tu m'entends ? Je t'entends aussi parfaitement bien. Merci, Et Véronique. on t'écoute sur Bah, écoute, l'éducation. ben ouais. Bon, donc, bon, écoutez, je crois que tout a été dit ce soir avec tous les intervenantes et intervenants. C'est vrai que Véronique et puis Muriel, hein, vous deux là qui étiez sur le plateau, et ainsi que moi-même, on est allé 5 jours sur l'île à l'appel du syndicat local. Et comme l'a justement, dit Ramon, nous on n'est pas des spécialistes à la base, hein. On voulait juste être témoin de la situation, on voulait voir un peu de visu un peu dans quelle situation on était, quoi. Tu l'as bien dit, hein, quand on est arrivé, ça a été la douche froide, quoi. On avait vraiment l'impression, enfin, on a vu par exemple cette montagne à côté de l'aéroport qui était rasée, avec des cocotiers coupés en deux, etc. Enfin, des dégâts sur la végétation qui étaient encore visibles. Et même si la végétation repousse, euh, on le voit encore. Et ça nous faisait d'ailleurs craindre des glissements de terrain pour d'éventuelles futures dépressions, quoi. Euh, donc on les a rencontrés, hein, ces agents, les salariés, des chefs d'établissement, écouter leurs paroles, un peu nous dire un peu à la fois leur ressenti, comment ils avaient vécu cet événement, et puis voilà, ramener cette parole ici au sein de notre union syndicale, quoi. Bon, l'école, c'est le miroir de la société, hein, et elle n'échappe pas à Mayotte non plus. Le sujet de l'éducation, c'est vaste. Alors, c'est sûr qu'en 10 minutes, puisque je crois que c'est à peu près le temps que j'ai, ça va être compliqué. Mais avant Chido, comme
tous les intervenantes et intervenants l'ont dit juste avant, c'était déjà très compliqué, c'était très périlleux, hein, pour rester poli. La population de Mayotte, c'est une population extrêmement jeune, hein. Je crois qu'il y a un petit peu plus de 300 000 habitants. Et d'enfants scolarisés, ça doit être aux alentours de 117 000. C'est-à-dire un tiers de la population est à l'école. Ça veut dire que les établissements scolaires avant Chido, hein, et puis évidemment vous en doutez maintenant, sont extrêmement surchargés. C'est des établissements, comme on dirait en métropole, de type 900, dans lesquels on peut retrouver dans les collèges 1400 élèves, 1500 élèves, et dans les lycées, on a visité des lycées avec Véronique et Muriel à plus de 2700 élèves. Euh, c'est donc, c'est donc déjà à la base une situation extrêmement compliquée. L'accès à l'eau, on l'a rappelé, c'est pas un problème nouveau, hein, c'est Manu, hein, qui nous disait ça tout à l'heure. Mais on l'a vu. Enfin, ça a déjà été d'énormes problèmes 2022-2023 de mémoire. Euh, et, et nous, l'éducation, pas d'eau, ça veut dire bah, pas de toilettes, pas de repas, pas de nettoyage des classes. C'est-à-dire, c'est les établissements qui ferment très rapidement. Un chef d'établissement, quand il n'y a pas d'eau, euh, il ferme son établissement. On l'a dit peut-être pas assez, mais on peut le redire, la population mahoraise est extrêmement pauvre. 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc pour les enfants, en fait, et les chefs d'établissement nous l'ont rappelé, une école ouverte et un bon fonctionnement, c'est aussi l'assurance d'un bon repas pour ces élèves. C'est avoir de l'eau, avoir de quoi manger, hein, des petits goûters, hein, on a pu avoir l'occasion de ça. Euh, le, le cyclone a mis en péril tout ça. C'est-à-dire que non seulement ça a mis en péril énormément de structures et d'infrastructures, c'est arrivé, il faut le savoir, pendant les vacances scolaires, euh, le matin. Et en fait, il y a eu les vacances scolaires pour essayer de reconstruire ce qui était cassé. C'était un peu ça l'idée, quoi. Évidemment, vous vous en doutez, vu l'énormité des dégâts, ça n'a pas été possible, hein. Donc, euh, avant Shido, c'était le sentiment, je sais plus, là, je crois que c'est toi tout à l'heure, Ranan, qui nous disait, un sentiment d'abandon déjà qui primait chez les parents, chez les élèves, chez les enseignants. Les camarades rencontrés nous disaient on s'attendait à un coup de vent. On n'a pas été alerté à suffisamment. Il faut en parler de tout ça parce que les établissements scolaires, c'est aussi des centres d'hébergement en cas de cyclone climatique majeur. Donc, à ce petit matin de décembre, où les gens ne sont pas descendus des bangas en disant, bon, bah, on va rester tranquille chez nous, il y avait des rumeurs qui disaient que s'ils allaient se réfugier dans ces centres d'hébergement, malgré le fait que le préfet ait dit que ces centres étaient ouverts à toutes et tous, sans condition évidemment de nationalité, euh, la peur, c'était évidemment que la police aux frontières fasse des contrôles ensuite à l'issue. En fait, personne avant ce cyclone ne pouvait prévoir un peu dans quel état serait l'île après. Donc, ces centres ont été finalement peu utilisés. Et, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que c'est toi tout à l'heure, Muriel ou Véronique, hein, en 30 minutes, le nord de l'île a été complètement ravagé, quoi. Donc, nous, on s'est promené, bon, on avait une voiture, on s'est promené dans des forêts, bon, je vous le disais tout à l'heure, complètement ravagées, quoi. La population se réveille groggy, et en fait, le rectorat, après, on va dire, une semaine ou deux de situation d'urgence, se dit, bon, on va faire un peu le bilan, quoi. Le bilan sur les établissements scolaires et sur les enseignants. Le bilan est catastrophique, hein. Dans le premier degré, la très grande majorité des écoles dans le nord de l'île sont touchées. C'est-à-dire qu'en fait, les toits sont envolés. Bon, on peut imaginer ce que c'est qu'un toit qui s'envole dans une maison, mais dans une salle de classe, ça veut dire les tables, les chaises, les cours, les copies, les feuilles. Tout ça, ça ne supporte pas évidemment l'humidité. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles qui ne sont pas rouvertes. Par exemple, tout à l'heure, je voyais alors qu'une école avait été reconstruite, je crois que c'est à Chicony, en grande fanfare, en grande pompe, hein, Chicony 5 a été rouverte, mais
dans cette commune, il y a encore 3 écoles de fermées, aujourd'hui, 4 mois après. Euh, En fait, un des responsables du rectorat que l'on a pu rencontrer dans un lycée, il nous disait, nous, on manque de matériaux, on n'a pas des entreprises, on n'a pas la main-d'œuvre. En fait, on manque de tout, quoi. Donc, on ne peut pas les réparer. Les chefs d'établissement ont fait des commandes, rien n'est parti, rien n'est envoyé. C'est quand même la question qu'on se pose quand même depuis tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce que vraiment on est dans un département français? Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas si loin que ça de la France. La Réunion est à côté, et d'ailleurs a grandement aidé son île voisine, hein, son île sœur, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, ça semble incroyable. Les gens là-bas nous ont dit, mais pourquoi tant de blocages en fait? Euh, Ça, c'est pour le bilan, on va dire matériel. Je crois que tout a été dit, hein, tous les services publics ont été touchés. Au niveau des enseignantes et enseignants, on a évidemment des traumatismes, hein, des gens qui ont vu leur toit s'envoler, ou alors qui n'ont tout simplement pas pu, enfin, qui n'ont plus de toit sur la tête. Donc certains et certaines ont fait le choix de rentrer ou en métropole ou à La Réunion et ne sont jamais rentrés. On a visité des établissements scolaires, des collèges et des lycées où il manquait, on va dire, une vingtaine d'enseignants. Euh, Ça rajoute encore un petit peu à la complexité. Bon, je vous avais dit que le rectorat avait fait sa petite enquête. Elisabeth Borne déclare, on va dire fin janvier, hein, le 27 janvier, qu'il faut évidemment, pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, hein, sur le fait que les enfants aller à l'école, c'est pas que apprendre. C'est-à-dire le rôle de l'école, euh, c'est vrai déjà en métropole, mais ça l'est encore plus à Mayotte, est fondamental. Elle décide la réouverture et la rentrée scolaire le 27 janvier, donc avec 15 jours, 3 semaines de retard. L'annulation des examens, donc il faut savoir que cette année, les étudiantes, lycéens et collégiens de Mayotte ne passeront pas d'examen, ni de baccalauréat, ni de diplôme national du brevet. Ça se fera sur contrôle continu. Euh, mais là, c'est l'agacement. C'est-à-dire, aussi bien chez les associations de parents d'élèves que chez les enseignants, c'est une rentrée sans moyens, c'est c'est une rentrée de briques et de broc. On a visité aussi également le lycée qu'Elisabeth Borne a visité, hein. C'est un lycée à Mamoudzou Nord qui a été quasiment pas touché par par le cyclone. Ce qui veut dire aussi que quand l'État est capable de construire des lycées, puisque ce lycée est assez récent, je crois qu'il a 6 ans ou 7 ans, quand il veut mettre les moyens, et ben, il construit des choses qui résistent. Donc, c'est vraiment patent, enfin, c'est vraiment un bon exemple, c'est de se dire, mais en fait, quand on veut mettre les moyens, on est capable de faire des bonnes choses. J'étais avec des camarades ce week-end au téléphone, et ils nous disaient, ben, on entend Macron là dire, bon, ben, on va donner 2 milliards à l'Ukraine, etc. Oui, en fait, c'est pas, le problème, c'est pas que Macron veuille donner 2 milliards à l'Ukraine, c'est le sentiment euh, que quand on veut, on peut. C'est-à-dire que et on entendait tout à l'heure notre camarade qui disait, mais on se sent abandonné. On sent que l'État français ne veut pas mettre les moyens. Parce qu'il peut trouver des moyens pour d'autres causes qui sont tout à fait probablement respectables. Mais pour Mayotte, il n'y a jamais de moyens. C'est jamais le temps. Le problème de l'eau, on le disait, c'est 22-23. Donc ça fait déjà 3 ans déjà. Enfin, 3 ans pour construire une usine, pour remettre, je veux dire, un État dans un département, est capable en 3 ans de résoudre ce problème. Donc, c'est tout ça en fait. Après, évidemment, alors je ne sais pas le temps qui me reste et puis je ne veux pas non plus déborder, mais on a visité des collèges, on a visité des lycées, le lycée d'Aqua par exemple qui a été ravagé. On n'a pas trop parlé de l'insécurité, mais ce qui moi m'a choqué dès la première visite, c'est ces barbelés. Ces barbelés autour de l'ensemble des établissements qu'on a visités. Parce que ces écoles eh bien, font des envieux. Des gens veulent voler des vidéoprojecteurs, des choses comme ça. Donc, des militaires sont arrivés, on a été accueillis tout à fait correctement à quoi, mais c'était des salles ravagées, sans Internet, sans électricité. Bon, 2 à 3 jours d'école,
de l'enseignement à distance. Alors écoutez, essayez-vous de votre côté de faire de l'enseignement à distance. Vous imaginez bien que les pauvres collégiens et lycéens ne se sortent pas avec cet enseignement à distance. On a des fois 3 écoles, et je terminerai là-dessus, hein, 3 écoles dans une journée. Une école qui a le cours de 7 à 10, une autre de 10 à 13 et une dernière de 13 à 16. Avec, donc il faut s'imaginer, hein, des parents d'élèves qui se promènent en voiture pour amener leurs enfants. Pour nous, c'est une génération sacrifiée, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, après, ça va être le supérieur, ça va être des lacunes que ces enfants ne vont jamais récupérer. Enfin, on a rencontré également des AESH, hein, donc des personnels qui aident les enfants handicapés. Et évidemment, euh, toutes les aides, alors évidemment, elles peuvent toujours accompagner les enfants qui sont handicapés, mais vous vous doutez que c'est encore plus périlleux. Les ascenseurs ne fonctionnent plus, les photocopies pour les malvoyants, pour écrire en plus grand ou en plus lisible, ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, et ça nous touche évidemment particulièrement aussi à Sud Éducation, les accueils des enfants handicapés est également mis en péril. Donc, voilà, on a également, et je terminais vraiment là-dessus, à l'université, le constat est identique, hein, puisqu'on a aussi également une adhérente là-bas. Donc voilà, tout à l'heure on parlait de grève générale. Bah, écoutez, moi je suis toujours en colère, hein. Alors souvent mes camarades me le disent, pourquoi tu es en colère? Bah, quand tu reviens de Mayotte, tu es forcément en colère. Tu es forcément en colère face à un tel abandon en fait de l'État. Moi j'encourage évidemment tous les Mahorais et les Mahorais à rentrer dans cette grève générale. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre le dos sur les sans-papiers et tomber dans la xénophobie, hein, ça il en est hors de question. Mais moi, ce que je vois de cette grève générale et des revendications, en tout cas de ce que je peux lire actuellement dans la presse, c'est l'augmentation des revenus, c'est l'égalité républicaine, hein, sur les prestations sociales et sur, par exemple, le SMIC. Bon, bah là, on est vraiment dans le cœur. On était un peu frileux quand ça a été le début des Gilets jaunes, et puis parce qu'on disait que c'était des fachos, des machins. Bon, je pense que nous, à soit l'éducation et à Solidaire de manière générale, on n'est pas resté trop longtemps frileux, et puis on y est allé aussi sur les ronds-points, et puis on a discuté avec les gens, et on est arrivé à leur faire changer d'avis. Je pense que à Mayotte, et évidemment les solidaires locaux font faire comme ils veulent, mais je pense qu'il faut faire pareil. Il faut participer à ces mouvements, et puis renverser la table et dire ça suffit. Bah, merci. Merci Arnaud pour ton intervention et ces explications. Alors, chacun et chacune l'aura compris que la situation sur Mayotte est toujours aussi catastrophique. C'est bien pour ça que Solidaire a décidé de mettre en place et de laisser en place une cagnotte. Vous y avez facilement accès sur le site de Solidaire. C'est en avant-première, vous ne pouvez pas rater. Par ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure Muriel, on a fait plusieurs vidéos de camarades de différents secteurs qui expliquent la situation. Ces vidéos vont être mises en ligne également sur le site avec tout un tas de visuels, de documents, etc., etc. On vous invite fortement à y aller et on vous invite aussi, s'il vous plaît, à inciter vos structures nationales, vos fédérations, vos solidaires départementaux à contribuer comme ils le peuvent à la cagnotte. Parce que nos syndicats et sections locales ont grandement besoin en fait de la solidarité de Solidaire sur l'Hexagone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je tenais donc à remercier Mahabati qui s'est déplacée de Mayotte. Donc merci à toi, merci de tes interventions. Je tenais également à remercier Muriel sur le premier plateau, Manu et Ramon, et aussi donc Arnaud et Sandra. Et moi-même, Véronique. Voilà. Et je tiens aussi à remercier pour tout le monde notre super équipe technique, Patrick, Yasmina et Gaël, que vous ne voyez pas, mais il et elle gèrent toute la logistique. Donc un grand merci à eux et à elles. Et surtout aussi, il est hyper important de faire connaître notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à dire aux gens et aux camarades de s'abonner, à vos amis, enfin à qui vous voulez, et surtout nos militants et militantes. En tout cas, merci à vous, passez une bonne soirée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo Twitch sur une autre thématique. Au revoir tout le monde, ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.